Donc, on continue le chapitre 2, c'était le critère de moyennabilité de Castan. Donc, la dernière fois, j'avais énoncé le théorème. Je l'énonce encore une fois. Donc, j'ai un groupe de type fini. On va prendre une mesure symétrique. Sur le groupe, on fait notre marche aléatoire. Maintenant, alors, notre groupe est, je vais l'énoncer avec la non moyennable, juste comme ça. Non moyennable, si et seulement si. C'était quoi? Le rayon spectral de la marche aléatoire est strictement plus petit que 1. Donc, ça veut dire quoi? Alors, rappelons, c'est quoi non moyennable? C'est une propriété, notre définition, c'est la définition de Follner, sans moyenne invariante. Donc, non moyennable, c'est-à-dire le graphe de Cayley, il y a une certaine expansion, donc, c'est-à-dire on a un profil isopérimétrique, frontière d'une partie finie divisée par le cardinal est minoré par une constante qui dépend du groupe et de la partie génératrice positive, ça pour toute partie finie. Dans le groupe, ça c'est cardinal dans le graphe de Cayley, bien sûr. Là, ce que j'ai écrit, ce n'est pas très rigoureux parce qu'il faut se fixer une partie génératrice pour pouvoir parler de frontières. Cardinal de f, ça a un sens. On est d'accord? Oui. Oui, très bien, merci. Symétrique à support S. Je fais vraiment une marche aléatoire sur le groupe, pas sur un sous-groupe. Donc, cardinal de f, c'est cardinal. Maintenant, c'est quoi frontière? Il faut regarder le graphe de Cayley pour cette partie génératrice et regarder vraiment la frontière. Et ça cache un lemme qu'en fait, c'est une propriété intrinsèque au groupe. C'est-à-dire, si je change ma partie génératrice, ce profil, c'est-à-dire cet inf, change, mais reste positif. Si pour une partie génératrice, c'est positif, pour une autre partie génératrice, c'est positif. La constante change. Maintenant, c'est quoi le rayon spectral? C'est le rayon spectral de qui? De quel opérateur? De l'opérateur de Markov, associé à mu, qui est P ou P mu. Pf de x, c'est la moyenne des valeurs prises par ma fonction autour de x dans le graphe de Cayley. Bon, mais ça veut dire quoi? Déjà parce que donc, là, j'ai écrit ça veut dire quoi? Donc là, je vais expliciter plus que veut dire le rayon spectral, plus petit que 1. Je vous rappelle qu'on travaille avec des opérateurs auto-adjoints. Pourquoi? Pourquoi c'était auto-adjoint? Car la mesure est symétrique. Ça, c'était très important. Donc, c'est aussi la norme de mon opérateur de Markov, car auto-adjoint, car mu symétrique, car P auto-adjoint, car mu symétrique. Bon, ça, c'est une remarque à part. Maintenant, ρ plus petit que 1, c'est 1 moins ρ plus grand que 0. Très bien. 1, c'est la plus grande, c'est la seule valeur propre de l'identité. Donc ça, 1 moins ρ, je peux l'interpréter comme le bas du spectre. Ρ, c'est le haut du spectre de P. 1 moins ρ, c'est le bas du spectre de I moins P. Et I moins P, c'était ce que j'avais appelé le générateur L. OK? Donc,
Ça veut dire le min de lambda dans le spectre de L, qui est I moins P, est positif. Donc tout ça, c'est une tautologie. L, je l'avais appelé le générateur de Markov. Maintenant, comme je travaille avec des opérateurs auto-adjoints, le spectre, le haut ou le bas de spectre, je peux le calculer avec les quotients de Rayleigh. Et donc ça, c'est le minimum sur les fonctions f dans L2, non nul, de qui? Du produit scalaire LF scalaire f sur norme de f au carré. Ce minimum doit être positif. Donc ça, c'est quotient de Rayleigh. Les opérateurs auto-adjoints. Le L, il est auto-adjoint. Et comment j'avais appelé LF scalaire F? Voilà, ça c'est la forme de Dirichlet. Et donc, écrit autrement, qu'est-ce que je veux alors? Je veux montrer que la forme de Dirichlet de F sur norme de F au carré est plus grande qu'une constante positive pour tout f dans L2. Et donc, je veux montrer d'une propriété sur les ensembles, je veux montrer une propriété sur les fonctions. Donc, cette énergie, cette forme de Dirichlet, cette énergie, forme de Dirichlet qu'on avait considéré. Donc voilà, c'est ce que je veux montrer. Je veux montrer que ça, c'est équivalent à ça. Après, il y avait une autre partie sur l'interprétation probabiliste de rho de mu en termes de proba de retour. Je le fais à la fin. Donc maintenant, montrons, allons de la géométrie à l'analyse, et après, on va passer de l'analyse au proba. Qu'est-ce qui est plus facile, de passer des ensembles aux fonctions ou des fonctions aux ensembles? Qu'est-ce qui est plus facile de... Quelle direction, à votre avis, est la plus facile? Si je sais minorer un truc sur toutes les fonctions, est-ce que ça me permet de minorer un truc sur les ensembles? C'est des fonctions sur le groupe, et ça, c'est des fonctions dans le groupe. Ou l'opposé? Voilà. Donc, on va supposer que rho de mu est plus petit que 1 et montrons que G est non moyennable. C'est quoi donc mon hypothèse? On a par hypothèse quoi? Qu'il existe une constante indépendante de rien, du groupe bien sûr, telle que, quelle que soit ma fonction dans L2, le quotient de Rayleigh ou forme de Dirichlet sur norme de f est plus grand que C positif. Et je veux montrer quoi? Que pour toute partie finie, je veux montrer que la frontière est minorée. La frontière de f est minorée par une constante par le cardinal de f. Voilà. Ça, c'est la partie la plus facile, qui va être la plus facile. C'est des fonctions sur G. Je veux passer aux parties de f. Donc, dans tout le cours, on avait agi les opérateurs soit sur les Dirac, soit sur les fonctions de Green. Voilà. Maintenant, je vais agir sur quel type de fonction? Ça, c'est géométrique. Quelle est la fonction que je vais associer? Indicatrice. Voilà. C'est une fonction de G, qui est bien sûr dans L2, car f est fini. Eh bien, j'ai ça comme hypothèse, je fais juste un calcul. Donc maintenant, on va faire un calcul.
Déjà, le dénominateur, c'est quoi? Pardon, là, il y a un carré qui manque. C'est quoi la norme de f carré? La norme L2 de indicatrice de f. C'est somme dans le groupe 1 f de x. Bah, c'est le cardinal. Très bien. OK. Pardon? Je n'ai pas entendu. Par hypothèse, par hypothèse. On a donc ça. C'est la même chose que ça. J'ai rien fait. Maintenant, je dois calculer la forme de Dirichlet de quelle fonction indicatrice. Je n'utilise pas le produit scalaire, j'utilise la formule initiale avec un carré. Parce que c'est une norme. Okay? C'est un demi somme, une double somme. Pxy, f de y moins f de x au carré. F, c'est indicatrice, hein, de grand F. Un si y n'est pas dans R, et 1 si x est dans f. Bon, c'est la somme telle que y est dans f, x n'est pas dans f, par la probabilité d'aller en une seule étape de x dans y. Je veux minorer, donc je veux un truc plus grand. Bon. Si vous voulez, P de x et y, c'est dans le graphe de Cayley, c'est juste la première étape. Okay? Ça, c'est mu. Hein? Ça, c'est mu. Ça, c'est mu de x moins 1, y. Bon. Si c'était la marche uniforme, c'est 1 sur cardinal de la partie génératrice. Bon, je peux minorer par le minimum. Je travaille avec des mesures à support fini. Le plus petit poids, parce que mu est à support fini. Donc, c'est juste... Je veux un truc sur les parties, pas sur les probas. 1, indicatrice, si j'ai une arête, si x, y est une arête. Donc, j'ai dans mon graphe de Cayley, j'ai une arête là, j'ai f, et toujours la proba d'aller de x dans y est toujours, disons, 1 sur cardinal de 1 sur 2D, 1 sur cardinal de S. OK? Ben, c'est presque la frontière. C'est quoi la frontière de f? C'est les y qui ne sont pas dans f. Voilà, qui ne sont pas dans f, mais qui sont à distance 1 d'un élément de f. C'est plus grand. Ça, c'est oui, ça, c'est plus grand, c'est ça. Parce qu'il y a peut-être... X peut être loin dans... Voilà, x déjà peut être... non, mais x, y est une arête. Donc, il ne peut pas être loin. Mais ce n'est pas égal parce que y peut être lié avec 2 éléments de f. Donc, je rappelle la frontière. C'est quoi la frontière de f? C'est les y qui ne sont pas dans f, qui sont à distance 1, tel qu'il existe x dans f, tel que x, y est une arête. Or là, je fais pour chaque y qui n'est pas dans f, je vois tous ses voisins. Mais c'est plus grand. Donc, c'est plus grand que cardinal de f par un truc qui dépend de la partie génératrice, qui est finie à cause, qui est positive à cause que ma partie génératrice est finie. Donc, j'obtiens quoi? Voilà. Or, voilà. Donc, epsilon f sur cardinal de f, c'est
Oui, voilà, c'est plus grand qu'une... Attends, ah non, pardon. Non, on a ça par hypothèse. Ça, je l'ai par hypothèse. Ça, je l'ai par hypothèse. Je veux un truc sur les parties. Donc, je dois majorer ça. Donc, nous, on a ça. Nous, on a ça. J'ai ça par hypothèse. Et je veux avoir un truc sur les parties. Vous êtes d'accord? Ça, c'est cardinal de F. J'ai ça par hypothèse. Ça, c'est mon hypothèse. Donc, je dois majorer ma forme de Dirichlet, pas la minorer. Donc là, c'est correct, mais ce n'est pas ce qui va nous aider. Une minute. Donc là, vous êtes d'accord qu'il faut que je majore? Bon, OK, on va majorer. Ça va dû garder ça pour le coup suivant. Oui. OK. Donc, et par symétrie, je vais faire ça, ça, et je vais enlever le 2. Voilà. OK? Donc là, déjà, pour que ça soit correct, c'est par symétrie, P de XY égale P de YX, et mu est symétrique. Donc déjà, il y avait cette erreur. Là, on est d'accord. Maintenant, je dois majorer ça. Bon, je majore les probas par 1, ce n'est pas grave. Mais il y a trop. Donc, je somme sur tous les Y qui ne sont pas dans F et je regarde leur X. Combien, pour chaque Y qui n'est pas dans F, combien il y a de X voisins? Il y a au plus cardinal de la partie génératrice. Donc, c'est plus petit que ça, fois car X, Y, enfin, Y n'est pas dans F, et X voisin de Y, ça implique que X moins 1 Y appartient à S. Et donc ça, il y a cardinal de S, cardinal de F. Donc ça, c'est hypothèse. Donc j'obtiens que OK, et ça, c'est indépendant de F. OK? Et ça, ça veut dire que c'est non moyenne. OK? Enfin, ce qu'il faut retenir de cette preuve, c'est un calcul de la forme de Dirichlet pour les indicatrices de fonctions finies. Elles sont ce que j'avais écrit et qui ne servait pas, et avec ça, montre que c'est comparable à la frontière, en fait. Je peux récupérer le profil isopérimétrique en calculant la forme de Dirichlet sur indicatrice de partie finie, divisée par la norme, par un quotient de Rayleigh. En fait. C'est ça l'idée. OK. Maintenant, pour l'autre direction, j'ai un choix. Soit je le fais, c'est plus dur parce que je dois passer des ensembles aux fonctions arbitraires. Donc, bien sûr, c'est plus dur. Mais c'est technique, enfin, c'est joli, mais est-ce que j'ai le choix entre le faire et faire, du coup, des choses moins en termes de thématique intéressantes, soit ne pas le faire, et voilà, j'ai fait une partie du théorème. Quoi. Une partie. Donc, l'autre partie, je dois passer des ensembles aux fonctions. L'idée, c'est de découper une fonction en ces ensembles de niveaux. Voilà. Je regarde, pour une fonction f, je dois regarder l'ensemble des g qui sont plus grands que t. C'est un ensemble fini, car f est dans L2. Mais bon, ça, c'est rien. Après, il faut travailler avec ces ensembles, en fait. Je veux dire juste quelles sont les parties finies qui viennent avec ma fonction. C'est tout. Mais je n'ai rien fait sur la preuve. Donc ça, voir les notes que je vais finaliser durant le week-end.
OK, donc ça, on admet pour... OK? Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a vraiment montré que si le rayon spectacle est plus petit que 1, alors on est non moyennable. Donc, je n'ai pas montré que si c'est moyennable, alors le rayon spectral, c'est 1. C'est OK. Voilà. Donc, avant de conclure, on a passé de la géométrie à l'analyse, maintenant de l'analyse au proba. C'est quoi ce rayon spectral pratiquement parlant pour la marche aléatoire? Je suppose mu symétrique. Rho de mu, c'est la limite. Mu, voilà, écrivons-le comme ça, Z2n égale E, partant de E à la puissance 1 sur 2n. Donc, que dit à la fin avec cette proposition? Donc, G est non moyennable, si et seulement si quoi? À la fin, c'est quoi la moralité de l'histoire? Donc, c'est quoi la moralité? Rho plus petit que 1, donc cette limite est plus petit que 1. Ah, pas seulement. Plus petit que 1 implique que ça converge vers 0. Donc, j'ai une suite à n, telle que à n, 1 sur n tend vers 3 quarts. Ça veut dire quoi? Que ça décroît vers 0 exponentiellement vite. Donc, ça veut dire que la probabilité de retour à l'origine décroît vers 0 exponentiellement vite. C'est ça la moralité. Si on prend 1 sur n à la puissance 1 sur n, c'est 1. Donc, c'est ça la moralité. Et donc, qu'est-ce que je peux dire des remarques faciles, juste immédiates? Donc, remarque, application immédiate. Pour avoir une intuition sur les groupes non moyennables. Donc, un groupe non moyennable, qu'est-ce qui se passe pour sa marche aléatoire? Si la probabilité de l'origine décroît vers 0 très fortement, à votre avis, en termes du premier cours, récurrence transiente, est-ce qu'elle va être récurrente ou transiente? Transiente, mais ce n'est pas parce qu'elle tend vers 0. Dans Z, c'est quoi la probabilité de retour vers 0 qu'on a revu dans le TD? C'est 1 sur racine de n. Ça tend vers 0. Dans Z2, c'était 1 sur n. Ça tend vers 0. Dans Z3, c'est 1 sur n à la puissance 3,5. Ça tend vers 0 et c'est transient, donc ça n'a rien à voir aussi. Le critère de transience ne se lie pas sur la non-moyennabilité. Je ne dis pas ça. Mais en tout cas, si je suis non moyennable, la proba tend vers 0 exponentiellement vite. Donc, la fonction de Green, qui est la somme des probas de revenir à l'origine, qu'est-ce qu'elle va être? Finie, parce que ça décroît exponentiellement vite. Donc, je suis, par Polya, marche transiente. OK, donc ça, c'est le premier truc à dire sur la marche. Bien sûr, la réciproque est fausse. Z3. Z3 est transient comme groupe, mais Rho, c'est 1. La probabilité de retour à l'origine ne décroît pas exponentiellement. Rho, c'est 1. OK?
Donc, ça implique une forte transience. Une forte transience. ZD, est-ce qu'il est moyennable? Donc, en termes de profil isopérimétrique, on a fait, vous voyez les boules. C'était quoi la croissance des boules? N puissance D et dans Z, si on prend les boules de rayon N, c'est moins NN. La frontière, c'est juste... oui, c'est quoi? Donc, dans Z, c'était quoi les boules de... C'est quoi la boule de rayon N? Il y en a combien? 2N, OK. C'est quoi la frontière? 2N plus... Dans Z, oui. Bon. Est-ce que ZD est moyennable? C'est ça, déjà, c'est ça la question. Oui. Pourquoi? En termes de géométriquement, en termes de définition de Follner, de moyennabilité. Deux preuves. La première preuve, les boules, il y a une suite dont le profil périmètre sur R tend vers 0. Donc, cardinal des boules, Bn sur Bn, c'était de l'ordre de 1 sur n. Déjà, dans Z, c'est clair parce que c'est 2 sur n, sur 2n, voilà, des constantes sur n. OK? Ça tend vers 0. Et une preuve probabiliste, donc en utilisant Castan, ça c'est définition initiale. Faisons une preuve avec Castan. C'était quoi le premier cours? C'est quoi la proba de retour en l'origine? C'est 1 sur n à la puissance dimension sur 2. Ne décroît pas exponentiellement vite, donc ce n'est pas moyennable. C'est moyennable, pardon. Par Castan, c'est moyennable. OK? Voilà. Tandis que dans le groupe libre, on sait qu'il est non moyennable, donc je sais que la proba de retour à l'origine décroît exponentiellement vite. Donc il serait intéressant de calculer le taux de croissance, c'est-à-dire le rayon spectral. C'est un calcul qui peut se faire, qui peut se faire. Il n'est pas dur, on peut le faire comme... OK, est-ce qu'on fait la preuve de la proposition, juste une... il y aura deux inégalités, on fait une juste pour avoir le feeling, quoi, le va-et-vient. Donc, probabilité de retour à l'origine, c'est mu 2n de E. Je veux faire un lien avec le rayon spectral ou la norme, donc je dois faire de l'analyse. Je dois agir sur quel type de fonction? Comment je lis les probas de transition avec l'action sur les fonctions. Donc, je veux un truc sur les probas de retour. Je veux le lire à l'aide de quantités liées à l'opérateur de Markov. J'agis sur quel type de fonction? C'est quoi donc la probabilité d'aller de x en y? C'est l'opérateur de Markov agissant sur Dirac en x, scalaire delta y. C'est ça le point. C'est ça le lien. On avait déjà fait ça, mais voyons. P delta x, donc ça c'est la somme de P delta x z, delta y z. Donc, c'est P delta x, y. OK, c'est quoi P delta x, y? C'est
c'est la somme, ça c'est F. C'est d'aller de Y dans Z, delta X de Z. Et donc, c'est P. Attends, PF. Attends, je ne veux pas utiliser la symétrie parce que c'est bizarre. Alors, c'est P delta Y, F, le truc le plus. OK, merci, c'est bien. OK. Bon, je vais dire c'est P Y X, donc P X Y, simu symétrique. Donc, en vrai, c'est ça. Alors, en vrai, c'est ça. Ça, c'est F. C'est la valeur prise par F autour de X. OK? Donc, la proba de retour, en retour de n fois à l'origine, c'est, il faut faire la composée aussi, delta E, delta. Parce que ça, c'est E, E. OK? Produit scalaire, je peux faire Cauchy-Schwarz. Et c'est quoi la norme de delta E? C'est 1. Maintenant, mon opérateur est auto-adjoint. La norme de Pn, c'est la norme de P à la puissance n. Et donc, la proba de... Donc, ça, c'est... Donc, la proba de retour à la puissance 1 sur 2n, c'est plus petite que la norme de P, qui est ρ de mu. Et je fais maintenant, donc la lim sup est plus petite que ρ de mu. Donc ça, c'est la partie plus facile. OK? Je fais l'autre sens ou on est convaincu qu'il y a des liens ou qu'est-ce que vous... Enfin, c'est comme vous voulez. Bon, on fait l'autre sens. Mais déjà, ça ne sert pas à grand-chose de faire l'autre sens si on n'est pas convaincu de ces liens-là. Ça ne sert pas, ça servira à rien. Voilà, il faut voir que la probabilité d'aller de x en y, c'est l'opérateur de Markov agissant sur une fonction en une valeur. C'est ça qui est. OK, ben, je vais faire rapidement l'autre sens. OK. Donc, pour l'autre sens, je vais tricher. Et donc, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la norme de P, ce qui est ρ de mu, c'est plus petit que la lim 1 des probas de retour à l'origine. OK? On est d'accord? Bon, je vais tricher et je vais faire comme si c'était une matrice. Et après, on rectifie. Donc, si c'était une matrice, si j'étais en dimension finie, donc si L2 de G était dimension finie, si mon graphe est fini, c'est quoi une base? Pour calculer la norme d'une matrice, il suffit de calculer la norme sur chaque vecteur. Et puis, voilà. C'est quoi une base d'une partie finie de G, disons? Pardon. Quelle est une... Si L2... OK, pour être plus clair. Si c'était un espace de dimension... OK, ce que je suis en train de dire, c'est que
si f est fini dans G, je peux travailler avec l'ensemble des fonctions à support dans F. OK? Donc moi, et je vais estimer, je vais majorer la norme de P restreinte avec F. Voilà. C'est ce que je vais faire en une première partie. Il ne stabilise pas VF, mais je vous dis, c'est un ordre opérateur de VF dans L2 de G. Donc, dans ma tête, mes fonctions sont à support fini. Quelle est la base des fonctions à support fini sur un ensemble? Le Dirac. Okay. Donc, calculons P, on va faire N, Dirac X au carré. Et puisque c'est une base, ça va me donner la norme de P restreinte aux fonctions de L2 de G, ça c'est dans L2 de G, qui s'annule en dehors d'un ensemble fini. OK? Très bien. Donc ça c'est Pn delta X au carré. Voilà, c'est la même chose. Alors c'est quoi? Donc maintenant, oublions tout ça. Maintenant, je calcule norme de Pn sur delta X. C'est Pn delta X, Pn delta X. Maintenant, donc oublions tout et calculons la norme de Pn delta X au carré. Maintenant, c'est auto-adjoint. Donc c'est P2n delta X, P auto-adjoint. Et ça, c'est quoi? Ça a une interprétation probabiliste. C'est quoi? C'est la proba de retour. Okay? Mais la proba de retour d'où vers où? C'est ça le point clé. De X en X. C'est le proba de retour de X dans X. Mais je travaille dans un groupe. Mes marches aléatoires, revenir de X en X et revenir de E dans E. C'est ça le point clé. C'est ça l'homogénéité qui est là. Ça, c'est proba X, G1, G2n égale X. Okay. Donc, c'est qui est mieux 2n de E. Bah, parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? Que norme de Pn delta x au carré, c'est indépendant de x. Donc, mes colonnes dans ma matrice, on va dire, ont même norme. C'est égal à mu 2n de E. Or, delta x est une base de mon espace de dimension finie. Donc, norme de Pn restreinte, norme de P restreint à Vf à la puissance n, c'est plus petite qu'une constante qui dépend de f, qui est la dimension. Hein, c'est la dimension. En fait, c'est cardinal de f, mais je peux dire que c'est la norme de Frobe. Je peux sommer la norme des colonnes, dire donc c'est cardinal de f. Ça, c'est un 2 par. Donc là, norme d'une matrice, n'importe quelle norme matricielle est plus petite qu'une constante qui dépend de la dimension par la somme des normes. La norme de Frobenius, somme des normes au carré des colonnes. On va dire comme ça. C'est même plus petite que, on va dire, ou max, si vous voulez, comme voilà, max, norme au carré, c'est plus petit que par max, norme colonne. Voilà, j'enlève carré. Maintenant, c'est correct. Voilà, maintenant, c'est correct. Norme d'une matrice, c'est plus petit
qu'une constante qui dépend de la dimension, toutes les normes sont équivalentes, par le max d'une colonne. Et il y a un carré. Oui. On peut interpréter ça comme une suite d'opérateurs? Oui, le but, c'est de mon opérateur de l'écrire comme limite d'opérateur de dimension finie. Et en fait, là, si c'est uniformément borné, est-ce qu'on ne pense pas utiliser le Banach-Stein? Moi, ce que j'avais en tête, oui, c'est de dire que la norme de P, c'est la limite de la norme de P restreinte aux espaces, oui, aux espaces de fonctions à support borné. C'est ce que je veux utiliser. Oui, je ne sais pas si... C'est ce que je veux utiliser. Pour calculer la norme d'un opérateur borné sur L2, il suffit de regarder le sup de norme de l'opérateur agissant pas sur les fonctions de norme 1. Il suffit de restreindre aux fonctions qui sont à support fini. C'est ce que je veux par continuité. Voilà. Or, mon opérateur est auto-adjoint. Donc, j'aurai un 2n ici, plus petit que constante mu 2n, auto-adjoint. Et donc, P restreinte avec 1, plus petite qu'une constante qui dépend de la taille de mon ensemble à la puissance 1 sur 2n, mu 2n de E. Donc, je répète, j'ai fait un calcul juste sur les Dirac. Et après, c'est des estimations pour se ramener de dimension infinie à dimension finie. Là, je suis toujours en dimension finie. Donc, est-ce que ça, c'est clair pour l'instant? Dites-moi qu'est-ce qui... Ah, il manque le 1 sur 2n. Merci. Maintenant, c'est OK. Et auto-adjoint, n devient en haut. Donc, qu'est-ce qui est comme variable? Ma partie finie et le n. Donc, je fais n tend vers l'infini tout en fixant ma partie f. N tend vers l'infini, f fixé. J'ai a à la puissance 1 sur n, ça tend vers 1. Donc, voilà. Donc, j'obtiens, et ça, c'est vrai pour toute partie f dans G fini. Il y a une petite arnaque là, parce que ce que tu appelles P restreint annuel, c'est pas auto-adjoint. Peut-être qu'il faut faire le projecteur. Ouais, OK, oui. OK. Oui, voilà, il faut faire... OK. Oui, parce que là, mon opérateur n'agit pas... Quand je restreins, si f est dans VF, PF n'est pas forcément dans VF, donc il faut le reprojeter. Donc voilà, il faut faire... Tout qui est à droite et à gauche par le projecteur. OK. Ouais. Ouais. Et c'est celui-là. OK. Par contre... Oui, OK, je peux pas faire mieux. OK, je peux pas faire mieux pour passer à là. Non. Oui. En fait, remplacer P restreint par projection sur VF, P, bon, restreint. Ou bien P. Et ça va être ça va être la matrice. Ça, c'est pas une matrice, ça sort de l'espace. Bon, et après, c'est ce qu'on était en train de dire. Une fois que j'ai ça, maintenant, on peut montrer que norme de P, si vous voulez, c'est la limite de norme de P restreint aux espaces de fonctions qui s'annulent en dehors des boules. C'est boule de rayon K.
Donc ça utilise juste la continuité de l'opérateur P. C'est peut-être vrai, mais il faut dire que P est auto-adjoint, c'est pas vrai en général, ça. C'est pas vrai pour tout opérateur, ça. Le bloc là, il ne converge pas en norme vers P. Il converge en topologie forte. Attends. Est-ce qu'on est d'accord? L'opérateur, cette suite là, ouais. Elle ne converge pas en norme vers P. Mais si je fais le projecteur, si. C'est ce que tu veux non, me... Non, parce que regarde, imagine le cas où P c'est l'identité. C'est vrai que pour tout vecteur... Oui, ça on est d'accord. Voilà, oui. Un vecteur moins son projeté sur cet espace de dimension finie, ça tend vers 0 en norme. Mais c'est pas vrai que la norme de l'identité moins la projection sur cet espace de... La norme de l'identité moins la projection sur cet espace de dimension finie, c'est toujours 1. Tu vois, c'est-à-dire que... Ok. Mais oui. Il faut utiliser auto-adjoint. Il faut utiliser auto-adjoint, là, si ça marche. C'est pas vrai en général. Cette convergence, c'est pas une convergence en norme, c'est une convergence en topologie. Oui, ça, oui. Mais si... Ok, mais si... Mais peut-être que pour auto-adjoint, ça marche. Mais si j'approxime la norme de P... Attends, dis-moi où je me trompe. La norme de P, c'est à peu près la norme de PF pour une... Enfin, c'est le sup de norme... C'est plus... c'est... Oui. Pourquoi tu vois, c'est parce que tu saurais si la norme de P moins PF tendait vers 0, c'est pas vrai que la norme de P moins PF tend vers 0. Comment tu sais? On est d'accord que la norme de P, c'est le sup de norme de PF sur norme de... Non, je suis pas sûr de ça. Enfin, si c'est vrai, il faut utiliser quelque chose, je fais auto-adjoint, un truc comme ça. Alors, en général, c'est pas vrai quand même. Ok, donc c'est ça qui... Parce qu'une fois qu'on a ça, c'est... Une fois qu'on a ça, Ok, ce que je veux dire, c'est... Ok, attends juste une chose. La norme d'opérateur, F est bornée. Ça, c'est OK. OK, donc on va se fixer... donc je peux arbitrairement approcher par une norme. Je dis pas que ça converge pas fortement. Non, c'est pas ça qui converge fortement, mais c'est la norme qui converge parce que j'approxime par des fonctions. Donc je fixe on fixe un epsilon, j'approxime la norme de f par PF, puis j'utilise que f peut être approché, elle, je peux l'approcher dans Hilbert, et puis c'est ça ce que... J'utilisais pas auto-adjoint, mais j'ai... Donc pour moi, les points clés, c'est f dans L2 de G s'approche et arbitrairement proche d'une fonction à support fini, dans l'espace, dans L2, dans L2. Toute fonction, je peux l'approximer pour toute f, il existe phi dans L2 à support fini. Il existe une suite pour toute f dans L2. Pour toute f dans L2, il existe une suite de fonctions à support fini, telle que norme de f moins phi n tend vers 0. Et puis P est continu, est borné. Et oui, c'est les normes. C'est pas les opérateurs. Non, pas trop. Et une fois qu'on a ça, donc je l'avais montré pour tout cas et je joue avec les epsilon. Enfin, j'ai montré ça pour toute partie finie. Or, la norme, c'est la limite de ces gens-là. Ça, c'est un nombre. Bon, avec ça et ça implique immédiatement que la norme de P, c'est plus petite que la lim 1. Ça, c'est mon rho de mu. Enfin.
OK, c'est ça. C'est la preuve sans le théorème spectral. On aurait pu utiliser le théorème spectral. C'est ça une preuve sans le théorème spectral. Pardon? C'est pour ça que c'est pas dans la proposition, ce n'est pas une limite supérieure, mais c'est une limite. Oui, c'est ça. Maintenant, le fait que ça soit une limite, il y a une autre raison que pourquoi la limite existe. Donc là, ça montre que la limite existe. Il y a une autre raison donc on a terminé voilà, cette section. Il me reste combien, juste pour que je m'organise? 38 minutes. OK. Donc, commençons là, le chapitre 3, autant que possible. Le chapitre 3, si je veux faire un lien juste comme ça, philosophique, avec le cours de Khadim, ça n'a rien à voir, mais on va faire du comptage. Mais un comptage probabiliste. Voilà, ça, le but, c'est la marge aléatoire, elle vit où? Maintenant, on a fait des liens, géométrie, proba. OK, maintenant, étudions la marge aléatoire. Qu'est-ce qu'elle fait au temps n? On va faire des comptages, mais probabilistes, sur la boule de rayon n. Mais bon, on va essayer autant que possible. Je vais appeler le chapitre sous-additivité et ses conséquences. Donc, est-ce que vous connaissez le lemme sous-additif que je vais écrire, lemme de Fekete? Vous avez une suite de réels, c'est un lemme d'analyse classique, suite de réels, qui est sous-additif. Ça veut dire quoi? AN plus M plus petite que AN plus AM, quel que soit NN. Donc ça, c'est sous-additif. Alors, AN sur N converge vers l'infimum de AN sur N. L'infimum, voilà. Donc ça, c'est le lemme sous-additif classique. Est-ce que vous le connaissez? Enfin, oui, c'est-à-dire pas besoin de faire la preuve. OK. En algèbre linéaire, ça permet de démontrer, par exemple, la formule de Gelfand, que norme d'une matrice à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur n, converge vers le rayon spectral. Okay. Donc, même si je voulais faire autre chose, mais juste pour répondre à la question, là, enfin, pour faire le lien. Donc, on a remarqué que mu 2n à la puissance 1 sur 2n converge. C'était un résultat de lim1, flim-sup, quoi. Okay. Bah, montrons-le avec ça. Voilà, exercice. Montrer, sans la proposition du chapitre 2, que mu 2n, e, à la puissance 1 sur 2n, converge. Bien sûr, je ne saurais pas, ça converge vers quoi ici. Avant de faire une chose, voilà. Bon. C'est quoi ma suite? Mu de n de E, c'est-à-dire la probabilité que au temps de n, je sois en E. OK? Bon. On va calculer à n plus m. C'est la probabilité qu'au temps de n plus 2m, je sois dans E. Bon, ici, les deux, ce n'est pas important. On va régler tout ça après, pour ne pas se... Faisons ça. OK. Donc, je vais faire plus petit, plus grand, je ne sais pas. Donc,
Donc, quelle est la probabilité? Bon, prenons m égale 1, hein, c'est pas grave. Comment je lis la probabilité qu'autant n plus m je sois dans E avec la probabilité qu'autant n je sois dans E et la probabilité qu'autant 1 je sois dans E? Parce que je veux faire un lien entre... Voilà. Je veux faire un lien entre la probabilité d'être autant 5 de revenir à l'origine avec la probabilité de revenir à l'origine autant 1 et autant 4. Bon, 1, c'était pas bien, mais c'est pas grave. On va prendre... c'est correct, mais ça ne donne pas une intuition géométrique à cause de pair et impair. Donc, l'événement Zn plus 1 égale E. Donnez-moi une situation dans laquelle vous maîtrisez que je retourne à l'origine au temps n plus m. Donnez-moi une situation, c'est-à-dire un chemin. Donnez-moi un chemin de longueur n plus m. Un chemin, parce que donnez-moi un chemin de longueur n plus m tel que vous savez qu'au bout de ce chemin, vous êtes revenir dans E. Donnez-moi une situation facile en fonction des chemins de longueur n et m. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire... Mais si j'étais au temps n en E, j'aurais pu. Il faut que le reste du chemin... Enfin, c'est pas il faut. Il suffit. Il suffit qu'au temps n et qu'au temps de n jusqu'à n plus m, je sois dans E. Donc, Zm, c'est quoi? C'est une suite, c'est un produit. G n plus m égale E. Il suffit, donc ça contient G1, Gn égale E, et après, c'est-à-dire Gn plus 1, Gn plus m égale E. C'est une inclusion de l'autre sens. Si au temps n, je suis dans E, et du temps n plus 1 jusqu'au temps n plus m, je suis dans E, alors... Mais il y a d'autres situations. Je peux être dans X et je peux être dans X moins 1. Enfin, il y a 50 000 possibilités. Et donc, ça me donne une inégalité. Donc, la proba que je sois au temps n plus m dans E, c'est plus grand que proba, je vais réécrire tout. Maintenant, j'utilise quoi? Indépendance. La première, c'est quoi? C'est la proba de revenir dans E. Maintenant, la deuxième, c'est la proba à partir du temps n. Et quand je fais m pas, je retourne dans E. Mais comme c'est IID, c'est comme la proba, c'est la même comme si je commençais dès le début, en termes de proba. C'est ça, exactement. En termes de proba, en termes de comptage, si vous voulez, c'est-à-dire le nombre de chemins partant de n, les GI sont IID, c'est proba Zn égale E par proba Zm égale E. Donc, ma suite AN plus m, elle vérifie AN fois AN. Bon, ce n'est pas sous-additif, c'est sur-multiplicatif. Je fais le log. Bon, log, ça peut être 0, c'est ça le truc. C'est pour cela qu'on fait 2n. Ça, c'est si vous faites une marche aléatoire dans Z au temps 1, le truc standard, ça ne revient pas au temps impair à l'origine. Vous vous rappelez? 1, voilà. Mais au temps pair, ça peut revenir. Parce que je peux faire 1, x moins x. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2n, c'est ce qu'on appelle la périodicité. C'est comme la période dans les cours de chaîne de Markov, c'est la même chose. Donc, je vais écrire comme ça maintenant. A2n plus m plus grand que A2n plus, fois A2m. Or, A2n est positif, car mu est symétrique.
Donc, moins Ln de A de n est sous-additif. Donc, par le lemme sous-additif, moins Ln de A sur 2n sur n converge vers quelque chose donc il y a un 2n là. Donc A 2n à la puissance 1 sur 2n converge vers E moins lambda, qui est le ρ. Okay? Ça, c'est positif. Hein? Ça, c'est des probas. Ils sont plus petits que 1. Le log, il est négatif. Donc, et donc, on a montré que ça converge. Le fait que ça convergeait, en fait, c'était une propriété, il y avait une structure de sous-additivité cachée. OK. Il me reste... Okay. Donc là, je vais commencer avec d'autres choses, enfin, d'autres applications. Maintenant, je vais étudier la marche aléatoire. Donc, ce que je vais dire marche dans un contexte beaucoup plus général, pas besoin de faire de type fini, même le support n'est pas forcément fini, mais je vais rester dans le cadre que je suis, okay? Que mu à support S, voilà. Le graphe de Cayley, il est clair, c'est quoi? Est-ce que c'est clair, c'est quoi la distance dans le graphe de Cayley? Parce que maintenant, on va marcher dans le graphe de Cayley. Donc, c'est quoi la longueur d'un mot, que je vais noter valeur absolue de xs, d'un élément du groupe? C'est sa distance à l'origine dans le graphe de Cayley, c'est-à-dire c'est le minimum des n, tel qu'il existe S1, Sn, et je vais prendre S symétrique, mais on n'a pas besoin, mais je veux juste donner les intuitions, tel que x égale S1, Sn. Et je définis la longueur, la distance, x à y, c'est la longueur de x moins 1 y. Et ça, c'est une métrique, c'est une distance sur G. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance des mots. Et ça correspond à la distance dans le graphe de Cayley. Okay? Donc, juste pour formaliser. Et c'est une métrique G invariante. Ça, c'est des rappels. Mais ici, tu as besoin que le groupe soit Pour ce que j'ai écrit, pour ce que j'ai écrit là, mais ce que je vais... Enfin, ça oui, ce que je vais écrire aussi, parce que du coup, je vais utiliser ces notations. Après, je dirai une remarque en quoi c'est plus général. Okay? Ce que je vais écrire a une version plus générale, mais bien sûr, ça va dépendre de ce que j'ai écrit. OK. Faisons là ça ici, comme ça c'est plus... On va parler de vitesse de fuite. Proposition, définition. Je suis toujours dans ce contexte. OK. J'ai S comme avant. Alors, l'espérance de la distance de ma marche aléatoire à l'origine sur n converge vers un nombre L qu'on appelle la vitesse de fuite, positive ou nulle, de la marche aléatoire. Donc maintenant, je suis en train d'étudier ma marche aléatoire, qu'est-ce qu'elle fait. On est entré plus dans le côté proba, marche aléatoire. OK. Pourquoi j'ai parlé de comptage?
qu'on visualise qu'est-ce qui se passe. C'est quoi espérance? Espérance, c'est une notation en probabilité, mais c'est quoi typiquement là, qu'est-ce qui se passe? C'est une moyenne d'espérance. Ça veut dire quoi là? Mon but, c'est de vous dire que c'est un comptage. Pour les gens qui, si vous n'avez pas, avec l'espérance, vous ne voyez pas immédiatement, enfin, vous n'avez pas une intuition, géométriquement, ici, dans ce contexte, c'est très clair. Donc ça, c'est 1 sur n. Espérance, c'est quoi? C'est la somme des valeurs. Donc x, c'est dans le groupe. Hein? Longueur. Pondérée par... Pondérée, c'est ça le truc, c'est pondéré. Par des poids dont la somme vaut 1. Mais c'est quoi ces poids? C'est la probabilité, partant de E, que Zn égale à x. Et vous êtes d'accord que quand je somme au temps n, puisque je suis dans ce contexte particulier, au temps n, ma distance à l'origine, elle est au plus n. Donc en fait, c'est un comptage dans la boule de rayon n dans le graphe de Cayley. Et ça, c'est des poids. Okay? C'est des poids dont la somme vaut 1. Donc déjà, c'est un comptage. On n'a pas compris ce comptage, c'est quoi, mais déjà, c'est un comptage. Je suis dans la boule de rayon n, mais ce n'est pas uniforme. Je ne fais pas un comptage uniforme. Voilà. C'est pas... ouais. Maintenant, c'est quoi ces probas? Donc, si vous voulez, je peux dire que ça, la moyenne, ça c'est P, N, E, X, valeur, distance, c'est à peu près N fois L. Donc forcément, dans ce contexte, L, il est plus grand ou plus petit que 1? Donc je regarde tous les éléments dans la boule de rayon N, je calcule leur moyenne avec une certaine pondération. Bien sûr, je suis au plus de distance n. Le truc, c'est que dans le graphe, vous pouvez même dans le groupe libre, vous pouvez revenir des fois. Donc la distance peut être plus petite. Enfin, L, il est forcément plus petit que 1 dans ce contexte-là, avec partie génératrice et tout ça. Enfin, et il peut être 0. Ça voudrait dire que la distance, elle est sous-linéaire. Maintenant, que veut dire ces poids? Pour vraiment comprendre que c'est un comptage. On revient au proba du lycée. Le proba, c'est cardinal K favorable sur K total. Combien de K totaux j'ai? K totaux, c'est le nombre de chemins. Hein. Enfin, ce n'est pas le nombre de chemins. C'est à chaque fois, je multiplie par un élément de la partie génératrice. Donc, Pn EX, K total, c'est cardinal de S à la puissance n. À chaque fois, K favorable, c'est le nombre de chemins qui reviennent à E. Donc, c'est le nombre de chemins de longueur n. Je ne parle pas de mots réduits, c'est vraiment des chemins. Comme ça peut aller comme ça, comme ça. Nombre de chemins de longueur n revenant à l'origine. Et voilà, c'est ça. Donc, je suis en train de dire que je regarde les boules de rayon n, je les pondère par des poids associés à une marche aléatoire, et ça converge vers... Pas converge, pardon, c'est à peu près n fois L. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est quoi L? Est-ce que c'est positif? Voilà, parce que positif... Enfin, si c'est positif, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la marche aléatoire? Si elle est positive, elle va être forte, elle va être probablement... Si elle est strictement positive, c'est-à-dire que la distance sur n est très grande. Donc la distance est plus grande et elle est au moins linéaire. Donc je tends vers l'infini, la distance à l'origine. Donc transition. L positif implique transience. C'est une forte transience. Oubliez l'espérance. Distance à l'origine de ma marche aléatoire au temps n divisé par n converge vers n demi. Donc la distance au temps n, c'est à peu près n sur 2. Ça tend vers l'infini avec une certaine vitesse. C'est transient. Bon, l'opposé n'est pas correct, mais bon, ce n'est pas très évident. Mais... Donc, remarque, L positif implique transient.
Pardon? Oh, très bien. Faisons le groupe libre. Là, je me sens libre. Mais avant de faire le groupe libre, je dois vous dire, parce que si vous aimez continuer dans ça, il y a une version plus forte, sans espérance, sans le comptage. Donc, théorème, il y a un théorème sous-additif ergodique de Kingman qui généralise le théorème ergodique. Je ne vais pas entrer, mais parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait, on a aussi que Zn sur n converge presque sûrement, c'est-à-dire pour presque toute trajectoire vers n. Ça, c'est une conséquence d'une version ergodique ou probabiliste du lemme de Fekete. D'un théorème sous-additif ergodique de Kingman qui en même temps, bien sûr, implique Fekete et implique le théorème ergodique classique. Bon, c'est bien de connaître le nom. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez. Après, si vous continuez, au moins vous avez entendu le nom. Voilà. Ce qu'il faut imaginer, c'est soit un comptage, soit autre chose, une réalisation de ma marche aléatoire, une réalisation infinie de ma marche aléatoire, et vraiment la distance au temps n, je sais la contrôler. Bah, groupe libre. Puisque c'était ça la question. Exemple, F2. Avec quelle marche? Bien sûr, la vitesse dépend avec la marche symétrique standard. OK. Donc, c'est clair, tac, 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 et des fois, je reviens. OK. Je veux étudier qui? La distance à l'origine. Ben, on va voir qu'est-ce qui se passe au temps n plus 1 par rapport à ce qui se passe au temps n. C'est toujours comme ça. Donc, moi, je suis ici. Ça, c'est au temps n, je suis là. Au temps n plus 1, où je peux être? Combien de voisins j'ai? J'ai 4. Pourquoi? Et je peux backtracker. Vous avez dit 3 sans doute pour aller plus, mais je peux aller loin. C'est ça. Donc, Zn plus 1, maintenant, c'est des variables réelles. Zn, c'est dans le groupe. Mais variable absolue, c'est une distance, c'est une variable réelle. La distance allongée au temps n plus 1, c'est quoi? C'est ce qui était la distance plus 1 avec proba. Avec quelle probabilité? 3 quarts. Il y a 3 possibilités. Zn moins 1 avec probabilité. Tout ça, il y avait une petite arnaque, une toute petite arnaque. C'est correct, c'est presque ça l'idée. Sauf si, en fait, j'étais revenu à l'origine. Si Zn, ça c'est si Zn différent de l'origine. Mais si j'étais à l'origine, toujours j'augmente. Donc ça ne va pas changer le fait, si c'est positif pour là, ça augmente la vitesse de fuite, ça ne le fait pas diminuer. Donc c'est toujours 1 si Zn égale à... Donc maintenant, j'ai une nouvelle suite de variables aléatoires réelles. Maintenant, il faut faire des probas classiques. J'ai une suite de variables aléatoires réelles sur n, sur les entiers, parce que c'est... Donc, on va noter xi n. Bon, xi, c'est pour le groupe, je ne sais pas moi. Yn, c'est dans Z. En 0, c'est dans n, pardon. En 0, elle va toujours vers 1. Maintenant, si elle est quelque part, ici, elle va plus 1 avec probabilité. Pardon, que je sois plus clair. Ça, donc, je peux l'écrire comme la somme des incréments. Okay? Donc ça, je vais l'écrire comme la somme des xi. Okay? Où xi, c'est zi plus 1 moins zi, je ne sais pas, zi moins 1, je ne sais plus quoi. OK? Et maintenant, je suis en train de visualiser les xi. OK? Donc, soit j'ajoute plus 1 avec quelle proba? 3 quarts. Soit moins 1 avec probabilité 1 quart. Bon, en 0, ça revient. C'est ce qu'on appelle... Donc, si vous oubliez le 0,
c'est une marche aléatoire standard, mais biaisée. C'est une somme de variables aléatoires. Au début, on avait une marche symétrique, je réfléchis Z dans ma tête. Quand je fais sur F2 symétrique, c'est comme plus 1 moins 1. En fait, non. Non, c'est comme un truc biaisé. Parce que, donc le fait que je suis nombre très fortement, j'ai cette expansion, d'aller un temps en plus, il est plus probable d'aller une distance de 1 en plus est plus probable qu'une distance de 1 en moins. Ce qui n'est pas le cas en termes de distance dans Z. Donc c'est comme si, bon, il y a le truc réfléchi, c'est ce qu'on appelle marche réfléchie, marche biaisée sur Z, réfléchie, ou sur N, réfléchie en 0. Mais si j'oublie ça, c'est comme, donc YN, c'est comme une marche aléatoire d'incrément IID de loi Bernoulli de paramètre 3/4. C'est-à-dire que le pile, c'est 3/4. Donc, c'est quoi son... Donc, j'applique quel théorème en la loi des grands nombres? Bon, là, j'ai dit espérance, j'aurais pu faire espérance, mais même pour vous. Enfin, YN sur N, c'est la somme des XI sur N. Ça converge presque sûrement vers l'espérance de X1. C'est-à-dire l'espérance du déplacement au premier temps. C'est quoi? Soit je vais plus... C'est pas correct parce qu'elle est biaisée, mais supposez qu'elle n'était pas biaisée. Supposez qu'elle n'était pas biaisée. Que j'ai vraiment une marche aléatoire sur Z, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, mais 3/4, 1/4. J'ai un pas de 1, 3/4, un pas de moins 1, 1/4, et ça fait 1/2. Là, j'ai passé sous le tapis le fait de réfléchir en 0. Donc, arnaque, Y n'est pas une marche aléatoire. Une marche dans un groupe. Ce n'est pas une marche dans un groupe, en fait. Ce n'est pas une marche dans un groupe, mais... Si j'oublie le 0, c'est-à-dire si ça fait plus 1, moins 1, et ça a le droit de continuer dans les négatifs, ben c'est ça. Donc, la vitesse de fuite, c'est 1/2. C'est-à-dire, au temps n, la distance à l'origine est à peu près n sur 2. Elle est plus petite que n, c'est n sur 2. Bon, à peu près, c'est bien sûr avec les epsilon et tout ça. Après, on peut se demander, est-ce qu'il y a un théorème limite centrale qui me dit je suis avec quelle vitesse, etc. Et tout ça, ça a été déjà fait. Mais c'est plutôt récent dans la... Enfin, c'est tout ça, c'est... De toute façon, tu peux quand même dire que les trajectoires que tu avais Y sur N, YN, il est plus grand qu'un trajectoire. Oui, c'est ça. Très bien. Oui. Mais même pour plus grand, j'ai l'impression, pour être rigoureux, mais je ne sais pas si je me trompe, il faut réaliser Y. C'est correct, mais à condition de réaliser YN en fonction, pas juste en loi. Il faut sur le même espace probabilisé. Oui, oui, OK. Oui. Je peux réaliser YN, je peux construire YN sur le même espace. Une marche aléatoire et la marche aléatoire sur le groupe qui minore YN, qui va fuir à l'infini. Voilà, c'est ça. Mais je n'obtiens pas exactement la vitesse de... Enfin, tu as quoi, c'est une minoration et cette minoration. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, on peut, par transience, on comprend. Oui. Positif, oui. Donc, je voulais aussi, en fait, oui, en même temps faire ça et calculer, en fait. Parce qu'on m'a demandé, enfin, voilà. OK. Donc, ça, c'est pour la vitesse de fuite. Quelle est la vitesse de fuite dans ZD pour la truc standard? Pourquoi? Dans Z et Z2, c'est là. C'est ça. Ça, c'est la loi des grands nombres. C'est une somme. Et aussi la remarque. Et le positif. Ah, attention, la remarque, dans Z3... Z et Z2. C'est la remarque. Dans Z et Z2, la remarque permet de conclure. OK, mais dans Z3, elle est transiente. Pourtant, elle est 0. Ouais. Donc,
remarque, dans ZD, ça c'est une somme de vecteurs aléatoires. Je fais la somme des composantes et tout. Par la loi des grands nombres, c'est... Enfin, vous avez compris. Et ça, c'est... Enfin, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est... Enfin, ça c'est la distance de xn1, enfin zn1, znd sur n, et ce qui, d'après la loi d'Ohm, converge vers 0. Enfin, voilà. Je suis en train de dire chaque marginale, c'est une marche aléatoire centrée. Et pourquoi c'est 0? Car espérance de x1 là, il n'y a pas ce caractère de biaisé. Il n'y a pas ce caractère de biais. OK. Maintenant, il y a d'autres quantités qu'on peut regarder. Est-ce qu'il me reste une quinzaine ou non? Moins? Moins. Combien? 5? 7 minutes. OK. Donc, bon. J'aimerais par exemple montrer un truc du type, à votre avis, si c'est non moyennable, qu'est-ce que sera la vitesse de fuite? Est-ce qu'elle sera 0? Est-ce qu'elle peut être nulle? Donc, on a vu pour transience, ça peut être nul, ça peut être positif. Mais si c'est non moyennable, c'est fortement transient dans le sens, et elle sera positive. Bon, disons, je veux montrer ça. Donc, là, je motive les quantités qui vont venir. Bon, ça va, on ne va pas les faire. Mais... donc, proposition, définition qui n'a rien à voir avec les probas, mais... Je ne sais pas, je pense que vous avez déjà vu la croissance exponentielle de notre groupe. Donc, cette limite existe. Je prends les boules de rayon n, je regarde leur cardinal, Ln sur n. Donc, c'est-à-dire, en gros, je suis en train de dire que le cardinal de Bn, proposition, ça existe. Et ça peut être nul. Ça, c'est à peu près les boules croient comme exponentielle n par un certain v. Ça n'a rien à voir avec les probas. C'est géométrie dans le graphe de Cayley. On a vu, pour faire des comptages, il faut au moins comprendre la géométrie où on est. Donc, voilà. Donc ça, c'est sous additivité Fekete. OK, donc... non, c'est... oui, merci. Enfin, heuristique, ça c'est heuristique. Oui, il faut faire des epsilon. Preuve, montrer que le cardinal de boule de rayon n plus m, c'est plus petit que cardinal Bn fois... Voilà. OK? Donc, par exemple, dans ZD, c'est quoi V? Les boules de rayon n pour la partie standard, ils croient comme n puissance d. Donc, c'est quoi V? C'est quoi le taux de croissance exponentielle?
c'est 0. On dit qu'on est à croissance polynomiale. Ça ne croît pas exponentiellement. Oui, sous-exponentielle et en particulier polynomiale. C'est sous-exponentielle. Croissance sous-exponentielle. Dans le groupe libre, allez, le cardinal de Bn. On a fait le calcul, on a fait la sphère de rayon n, c'était quoi 4. Bref, c'est quoi le croissant? C'est exponentiel, c'est 3n log divisé par n log 3. Positif. OK? Maintenant, comme d'habitude, on termine les... Voilà, donc, merci. Donc, ce que je voulais l'écrire là, mais je n'avais pas défini. Oui, mais je n'avais pas défini. Donc, en fait, en plus, maintenant, je peux ajouter non moyennable. Ça, c'était intuition marche aléatoire, que ça tend vers l'infini. C'est fortement transient. Géométriquement, c'est des graphes qui croissent beaucoup. V positif. Aussi, ça, c'est dans la proposition. Pour le montrer dans les 4 dernières minutes qui restent, quelle notion on fait toujours dans les 4 dernières minutes qui restent comme tout à l'heure? Entropie. Donc, proposition, définition, pas besoin de comprendre si on ne connaît pas, en fait. Il y a un objet appelé entropie. Donc, là, c'est espérance moins log de mu n de Zn sur n converge vers H. Alors, ça, c'est quoi? Somme. Ça, c'est entropie asymptotique. Donc, c'est ce qu'on appelle entropie. Ce n'est pas l'entropie d'une mesure, c'est l'entropie asymptotique, ou dites aussi d'Avez. Ça, c'est somme. Ça, c'est une variable aléatoire. Moins Ln de mu n de x, x dans les groupes, pondéré par mu n de x. Le n. OK. Et ça, c'est l'entropie d'une mesure. C'est l'entropie de Shannon. Ça, c'est Shannon entropie d'une mesure qui est cette mesure sur les boules. C'est l'entropie de la convolée nème. La loi de la masse. Mu, c'est la proba, disons, un quart, un quart, un quart, un quart. Mu n, c'est la proba sur les boules. Bon, on va... Shannon entropie. Shannon entropie de mu n. Alors, il me reste 2 minutes pour énoncer des inégalités fondamentales. Donc ça, c'est si on a envie d'apprendre, au moins on les a vues une fois. Comme ça, au moins visuellement, on les a déjà vues. Proposition. L'entropie d'Avez est plus grande que moins 2 log du rayon spectral qui dicte la moyennabilité. Et H est plus petite que le drift, la vitesse de fuite, par le taux de croissance exponentielle. Merci. Ça, c'est inégalité fondamentale de Givers. Les preuves ne sont pas dures, enfin, ni l'une ni l'autre est dure, sauf qu'on a besoin de comprendre intuitivement l'entropie pour l'apprécier, celle-là. Celle-là, même sans comprendre, on l'a fait. Et bon, corollaire. Si je suis non moyennable, qu'est-ce que veut dire non moyennable en termes de rayon spectral? Donc, qu'est-ce que je peux dire sur l'entropie positive? Donc, L positive et V positive. Voilà. Sur X dans G, mais en fait sur les boules, si on est dans le cas précis. Merci. Donc, merci beaucoup.